L'agent se cache sous la table alors que 3 jambes déformées, cauchemardesques et humides passent devant lui, toutes appartenant à la même créature. Une créature qui avait autrefois été un être humain. Chaque pas fait un bruit de claquement humide sur le sol carrelé du laboratoire. Les lumières se sont éteintes il y a longtemps quand l'installation a été compromise. Ses yeux se sont adaptés, bien que voir certaines de ces choses lui fassent souhaiter qu'il ne l'ait pas fait. Il se demande combien de ces monstres errent dans les couloirs, se cachant dans des pièces sombres. Mais il ne peut pas penser à cela pour le moment. Tout ce qu'il peut essayer de faire, c'est se rappeler combien de coups il a tiré plus tôt. Son pistolet Sig Sauer a-t-il encore 6 balles dans le chargeur ou seulement 3 ? Dans une situation à enjeux élevés comme celle-ci, ces chiffres comptent. Alors que le monstre sort de son champ de vision, toujours en chasse, il voit un membre flasque et pendouillant traîner sur le sol derrière lui. Il se considère chanceux que le tissu cicatriciel ait déjà recouvert les yeux de la créature. Il ne semble pas non plus pouvoir le sentir. Ceci pourrait être sa chance de s'échapper. Avec la dextérité acquise grâce à son entraînement physique, il glisse sous la table et évalue son environnement. Il n'y a qu'une de ces choses ici. Il piétine de l'autre côté de la pièce, heureusement plongé dans l'ombre. Il ne veut pas compter les membres. Il veut juste sortir d'ici et accomplir la mission, récupérer son prix. Alors qu'il se tourne pour sortir discrètement, une autre migraine le frappe. Elle frappe avec une telle force que sa mâchoire se bloque et il lui faut tout son courage pour ne pas crier. Au lieu de cela, il serre la poignée de son SIG Sauer et prie pour le salut. Il doit sortir d'ici. Il doit survivre. Comme si l'univers répondait à sa prière, le mal de tête s'apaise aussi rapidement qu'il est apparu. Il pousse un soupir de soulagement silencieux et fait un pas en avant. Sur un tube à essai en verre abandonné, la créature se rue vers lui, le fixant avec ce qui fut jadis son visage. Il a été repéré, il le sait. Tout va partir en vrille. Pour la plupart, cette mission aurait été un cauchemar. Mais si vous pouvez le croire, l'agent s'était porté volontaire avec enthousiasme. Ce travail détruira sa vie ou la sauvera. Retour en arrière d'un mois, ça n'a pas débuté dans un site de confinement compromis de la Fondation. Ça n'a pas commencé dans la salle de briefing, ni dans l'hélicoptère en route. Ça a commencé dans un cabinet de médecin, où un jeune agent prometteur de la Fondation SCP reçoit un terrible diagnostic. 4 cancers, une tumeur cérébrale inopérable, indiquée par des maux de tête, des troubles de la pensée et des crises légères. Même selon leurs estimations les plus optimistes, il n'a pas plus d'1 an à vivre. Tous les monstres et les maniaques qu'il a rencontrés sur le terrain, et ce sont quelques gènes défectueux qui le condamnent à mort. Quelle blague de mauvais goût. Et la chute ? Il a une femme enceinte qu'il s'apprête à rendre veuve et un enfant à naître qui va grandir sans père. Il lui organise une fête de condoléances au site 19. Le directeur du site le réconforte en lui disant que sa généreuse assurance vie de la Fondation s'appliquera toujours s'il meurt de cause naturelle, donc sa famille sera prise en charge. Il est aussi reconnaissant qu'il peut l'être dans les circonstances, mais rien de tout cela n'atténue la douleur sourde qui reste avec lui à chaque instant de chaque jour. Le fait inexorable. Il va mourir et il ne peut rien y faire. Ou peut-être que si. Quelques semaines après son diagnostic, il est à nouveau convoqué dans le bureau par son directeur de site. Ils ont une mission spéciale, digne de quelqu'un dans sa situation, un homme dévoué et loyal marchant vers la mort. Ils ont reçu des renseignements d'un centre de recherche de la Fondation dans le désert du Nevada où les choses ont mal tourné. Quelques jours plus tôt, ils ont intercepté un signal de détresse, quelque chose à propos d'un pathogène anormal qui s'est échappé lors d'une expérience, mais la personne qui envoyait le signal n'a pas vécu assez longtemps pour préciser quelle anomalie ils avaient à gérer. Évidemment. Mais il n'y avait eu aucun autre contact avec le site depuis la première transmission, ils avaient donc toutes les raisons de croire que le site était essentiellement perdu. L'agent demande à son supérieur si c'est une mission d'extraction. Le directeur du site secoue solennellement la tête, commentant que quiconque est encore sur ce site est mieux mort à présent. Non, cette mission est d'une nature totalement différente. L'agent doit y entrer, activer manuellement l'ogive nucléaire d'urgence du site et s'échapper de la zone de détonation avant que le site et les 15 miles carrés autour de lui ne soient réduits en décombres irradiés. Ce n'est pas une mission. C'est un souhait de mort. Il est sur le point de la rejeter car son temps est limité.
Il refuse de finir ses jours dans un trou infernal ravagé par la peste. Mais c'est à ce moment que le directeur du site fait son offre. Je suis disposé à faire une exception dans ce cas précis. Et à cause de votre condition et la nature très sensible de cette mission, je vais vous donner un accès unique à une structure d'incitation unique. Si vous parvenez à accomplir cette mission comme indiqué, je vous donnerai une dose de SCP-500. Cela attire l'attention de l'agent. SCP-500, également connu sous le nom de Panacée, est un petit flacon de pilule contenant un médicament anormal capable de guérir n'importe quoi. Littéralement n'importe quoi. De la rage à la variole en passant par le rhume commun jusqu'à une tumeur cérébrale inopérable. C'est une décision simple maintenant. L'agent doit dire oui. Flash en avant vers le ventre de l'hélicoptère furtif Comanche RAH-66. L'agent reçoit son équipement de l'intermédiaire en route vers le site clandestin. On lui donne un pistolet compact Sig Sauer P3 120, Nitron avec quelques chargeurs de munitions, une légère armure corporelle et un fusil à pompe Dracaris Gen 12 de calibre 12 avec des cartouches incendiaires Dragon's Breath. L'intermédiaire lui assure que quoi qu'il y ait, là-dedans, ça n'aime pas le feu. Bien qu'il ne devrait s'engager dans le combat qu'en mesure d'urgence, s'il était exposé au pathogène qui a ravagé la base, ses supérieurs le considéreraient comme perdu et enverraient quelqu'un d'autre pour faire le travail. Ration. L'agent réfléchit. Il leur faut quelques heures pour atteindre le site. Il est encerclé par des clôtures électriques ressemblant pour un œil non averti à une usine chimique abandonnée. Ni lui, ni personne d'autre ne pourrait même deviner les horreurs qui l'attendent à l'intérieur. Peu de temps après, il descend en rappel de l'hélicoptère sur le toit de l'installation et trouve un point d'entrée approprié, une trappe de plafond qu'il parvient à ouvrir avec un couteau utilitaire. Il n'y a que des ténèbres en dessous. Il est heureux qu'il lui ait également donné une petite lampe de poche alors qu'il se baisse prudemment dans le couloir. Il n'y a pas de retour en arrière ici. Soit il récupérera sa vie, soit il la perdra. L'agent est méthodique, serrant fermement son Dracaris et maintient une conscience situationnelle alors qu'il s'enfonce davantage dans le bâtiment. Il a analysé les schémas fournis par le directeur du site. Il connaît l'agencement comme sa maison d'enfance. Le panneau d'activation manuel de l'ogive nucléaire sur site se trouvant dans le sous-sol, il devrait donc descendre pour l'atteindre. Les choses semblaient assez normales au début, mis à part l'air de tension omniprésent, la peur qu'il puisse y avoir une horreur qui se cache à chaque coin de rue. Il transpire à présent, non seulement par inquiétude. Il fait une chaleur étouffante, comme si le thermostat était au maximum. Il n'avait pas d'électricité pour l'éclairage, mais le chauffage fonctionnait toujours. Au fil de sa progression dans le bâtiment, il constate que la structure de l'installation se transforme. Certains murs ont une texture d'étrange, semblable à de la chair. Des structures semblables à des veines serpentent sur les plafonds. Les bureaux, les lampes et les ordinateurs sont recouverts de pustules rouges et crues. On dirait que les pièces autour de lui sont touchées par un cancer malin. Il imagine que l'intérieur de son cerveau ne doit pas être très différent. Est-ce que le pathogène qu'ils ont libéré ici affecte même le bâtiment? C'est sûrement pour cela qu'ils veulent faire sauter tout l'endroit. Un gémissement douloureux dans un couloir sombre interrompt ses réflexions. Il lève instinctivement sa lampe de poche et voit une silhouette humaine boitante avancer dans le couloir vers lui. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Il a l'air plus malade que tout homme que l'agent ait jamais vu. Il est revêtu de la blouse de laboratoire familière d'un chercheur de la Fondation, mais son visage et ses mains ont été frappés par les éruptions les plus révoltantes que l'agent ait jamais vues. Sa peau ressemble à une énorme croûte livide, avec des orifices minuscules pour ses yeux et sa bouche. Il respire avec difficulté. L'agent imagine que l'intérieur de ses poumons a l'air encore pire. « S'il vous plaît, vous devez me sortir d'ici. » Sans prévenir, l'homme infecté se jette en avant, essayant de réduire la distance entre lui et l'agent. Il est rapide, mais l'agent l'est plus. Il lève son Dracaris et déchaîne une rafale de Dragon's Breath dans la poitrine de l'homme malade, l'enflammant. Il tombe au sol, hurlant et convulsant, mais sans une seconde d'hésitation, l'agent tire une autre balle dans sa tête. Le chercheur infecté meurt, mais c'est à ce moment que les vrais cris commencent. Mesopotamos Daddy. Alertés par le bruit des détonations de fusils à pompe, des pas lourds éclatent dans tout l'établissement, charnus et irréguliers, viscéraux. Ils se concentrent tous sur la position de l'agent et il doit se déplacer rapidement s'il veut avoir une chance de sortir d'ici vivant et d'obtenir son remède. Il trouve la cage d'escalier la plus proche, envoie valser la porte et commence à descendre, sautant 3 marches aisées à la fois.
Une cacophonie de bruits horribles provient des étages supérieurs, mais il ne peut s'y attarder. Il n'y a que la mission. Mais les habitants du site ont d'autres idées. Une horrible forme rouge jaillit d'une porte à l'étage inférieur, figeant l'agent sur place par pure horreur. On dirait le vague souvenir d'une personne fusionnée avec la benne à ordures derrière une boucherie. Tant de membres, bras, jambes, tentacules, griffes, visages. Un rêve de fièvre incarné. L'agent s'empresse de lui rendre la vie infernale. Il lève son Dracarys et déchaîne plusieurs souffles de dragon, illuminant l'escalier de brillants éclats de magnésium et faisant hurler le monstre d'horreur. Mais cette chose n'est pas comme le chercheur. Elle a le pouvoir de riposter. Une vrille enflammée jaillit, s'enroule autour du fusil à pompe et l'arrache de la main de l'agent avant qu'il ne puisse réagir. Dans le moment de clarté apporté par le choc, il entend que les monstres derrière lui ont rattrapé. Une légion d'horribles, des choses qui avaient autrefois été humaines à divers stades de mutation horrible. Des entrailles rouges et du pus dégoulinant abondent. Il sort le SIG Sauer de son étui et ouvre le feu sur la foule, espérant se donner un peu de temps. Une sortie de secours se trouvait à côté de lui, mais quelque chose de bien pire que le feu le poursuivait. L'agent éclate la porte et court aussi vite qu'il le peut, avec les victimes du pathogène anormal qui le suivent rapidement. Bien que peu intelligents, leur nombre compense leur manque d'intelligence. Il n'a pas assez de munitions pour tous les tuer, peu importe comment on le voit. Il doit les semer et se rendre à la bombe nucléaire. Il se rend dans un laboratoire pour échapper à ses poursuivants. Nous nous retrouvons au début de notre histoire. L'agent, dans sa tentative d'évasion, a marché sur un tube à essai et a alerté l'un de ses poursuivants mutants de sa présence. Et au cas où vous vous le demanderiez, il ne lui restait que 3 balles dans le SIG. Le monstre pousse un cri perçant qui est sûr d'alerter tous les autres et se précipite soudainement vers l'agent. Il vide les quelques balles restantes dans la masse centrale du monstre et sprinte vers la porte, tirant sur l'alarme incendie en sortant. À cet instant, l'alarme se met à retentir dans tout le bâtiment, envoyant une autre vague de douleur à travers sa tête infestée de tumeurs. Mais au moins, cela rendra plus ardu pour les monstres aveugles de le repérer au son. Douleur passagère pour gain durable. Il brise une boîte en verre à proximité avec son coude et arrache la hache à incendie à l'intérieur. C'est sa seule ligne de défense maintenant. Se souvenant des schémas dans son esprit, il court pour sa vie, utilisant la hache pour repousser les bêtes hurlantes, autrefois humaines, du mieux qu'il peut. Il descend vers le sous-sol, étage par étage, sans jamais semer complètement ses poursuivants. Il court de couloir en couloir, de porte en porte, jusqu'à atteindre la porte blindée de la salle de contrôle du sous-sol et entre le code. Bientôt, il se tient devant un vaste panneau de contrôle, se souvenant de la séquence exacte à activer pour déclencher l'ogive nucléaire sur place. L'agent entre le code exactement comme on le lui a dit, et alors qu'il le fait, il prend vaguement conscience d'une étrange sensation de démangeaison sur son bras. Il se retourne et voit avec horreur que l'une des créatures avait griffé à travers son costume, laissant une éruption rouge sur sa peau. Il était infecté, mais ça n'avait pas d'importance. S'il pouvait activer la bombe nucléaire et revenir, la pilule SCP-500 guérirait sa tumeur cérébrale et ce pathogène mystérieux. Il devait juste finir sa mission. Puis d'une simple pression sur un bouton, les lumières de l'installation s'allument et clignotent en rouge. Une voix via l'interphone annonce que l'ogive nucléaire sur site a été activée et que l'ensemble de l'installation serait en état de verrouillage avant l'explosion. Un confinement, et c'est à ce moment qu'il réalise qu'il n'était jamais censé rentrer chez lui. On lui avait fait une fausse promesse, et envoyé en mission sans espoir, il ne serait qu'une personne de plus comptée parmi les malades et les morts lorsque la bombe exploserait. C'était si magnifiquement cruel qu'il ne peut s'empêcher de rire de lui-même. Il se dit que quand les choses se gâtent, il n'y a qu'un seul remède à une maladie comme celle-ci. Boum! Le corps humain peut être un concept terrifiant. Vous ne savez pas si ce qui vous tuera un jour est déjà caché dans votre corps, que ce soit une protéine mal repliée dans votre cerveau qui deviendra une maladie à prions, mortelle, un vaisseau sanguin obstrué qui pourrait provoquer une crise cardiaque ou un anévrisme cérébral, ou une erreur minime de division cellulaire qui pourrait causer divers cancers. Mais comparé à SCP-610, surnommé la chair qui est, tout cela est aussi grave qu'un cas de varicelle. SCP-610 est l'un des agents pathogènes anormaux les plus virulents et mortels que la Fondation SCP ait jamais rencontré, capable de provoquer des changements physiologiques extrêmes et dangereux chez ses victimes.
Ces effets commencent par des éruptions cutanées, des démangeaisons, des lésions et une sensibilité accrue de la peau, augmentant lentement mais sûrement en gravité heure après heure à mesure que la maladie progresse. Dans les 3 heures suivant l'infection initiale, des imperfections ressemblant à des tissus cicatriciels apparaîtront sur la poitrine, le dos et le torse des victimes, s'étendant à leurs membres et extrémités au cours de l'heure suivante environ. Aucune victime de SCP-610 n'a jamais survécu au-delà de 5 heures. Dans des environnements à haute température, l'infection est encore plus rapide, le temps le plus court entre l'infection et la conversion complète n'étant que de quelques minutes. Lorsque l'infection sera totale, les signes vitaux s'arrêteront pendant 3 minutes. À ce stade, le tissu cicatriciel avancé du corps prendra vie avec des signes vitaux signalés à 3 ou 4 fois le taux des humains non anormaux. Mais ils n'apparaîtront pas humains longtemps après cela. Les mutations progressent, devenant bien plus sévères. Des membres charnus s'étendront, se multiplieront et se diviseront. Leur corps peut se déformer. Leur tête peut se déplacer ou s'étirer. Dans certains cas extrêmes, les infectés sont devenus statiques et ont commencé à se développer dans leur environnement, recouvrant la zone environnante de masse tumorale, la rendant plus accueillante pour les autres victimes de la chair qui est. L'observation très risquée de la Fondation nous a montré que la maladie semble parfaitement conçue pour se propager. Dans les premiers stades, lorsque l'humain infecté d'origine est encore en vie, il cherchera de l'aide auprès d'autres, espérant un répit de sa condition, augmentant ainsi le risque d'infection. Dans les stades avancés, les créatures autrefois humaines poursuivront avec agressivité toute personne non infectée détectée dans leur champ sensoriel. Le contact peau à peau est le vecteur d'infection le plus courant, mais l'infection par le système respiratoire est encore plus rapide et dangereuse. On pense que l'anomalie est liée à l'un des groupes d'intérêt les plus dangereux dont la Fondation SCP a connaissance, une ancienne organisation religieuse marginale connue sous le nom de sarkicistes. Ces cultes vaguement affiliés vénèrent la chair, la maladie et la corruption sous toutes ses formes, et certaines des anomalies les plus désagréables liées à l'horreur corporelle et à la maladie peuvent être attribuées à leurs rituels. Cependant, compte tenu de leurs inclinations, il est très peu probable que, même si un lien pouvait être prouvé, un sarkiciste révèle des informations qui pourraient conduire la Fondation SCP à synthétiser un type de traitement ou de remède pour SCP-610, même si la Fondation recourait à la torture. Considérant les opinions non conventionnelles des sarkicistes sur la douleur et la souffrance, ils pourraient même y prendre plaisir. Les premiers rapports sur la chair qui est n'ont pas réellement été produits par la Fondation SCP, mais par le gouvernement russe après des rapports d'un nombre inhabituel de disparitions dans la région autour du lac Baïkal, dans le sud de la Sibérie. C'est une zone rurale, et plusieurs alarmes ont retenti lorsque les agriculteurs ont envoyé des rapports de fermes voisines abandonnées, leurs habitants étant introuvables. La police locale a été envoyée pour enquêter sur l'affaire. Ils ne sont jamais revenus. La police régionale a été envoyée pour localiser la police locale disparue. Ils ont aussi disparu. Lorsque des membres du service de sécurité fédéral ont été envoyés et qu'ils n'ont pas fait de rapport, il est devenu évident que quelque chose d'extraordinaire se passait. La Fondation a rapidement bouclé les zones touchées, où les personnes infectées par SCP-610 s'étaient regroupées en pseudo-communautés. Les robots et drones sont autorisés à entrer dans ces zones pour observation, mais pas à en sortir afin de réduire le risque de propagation de l'infection. En raison de la nature hautement contagieuse du virus et du comportement hautement agressif des personnes infectées, cette anomalie a été classée Keter et a reçu un mandat de confinement sévère en conséquence. En raison de la taille des zones touchées, l'isolement et la quarantaine ont été jugés comme les options de confinement les plus viables. La procédure acceptée si des créatures infectées approchent le périmètre de quarantaine est de les mitrailler avec des armes légères jusqu'à immobilisation, puis de détruire les corps avec des armes incendiaires ou des munitions explosives à longue portée. S'approcher des créatures est jugé trop risqué pour être envisageable. Toute personne infectée doit être considérée comme perdue. Elles seront euthanasiées et incinérées. Toute personne se trouvant à moins de 3 mètres d'un des infectés doit être mise en quarantaine pendant plusieurs heures pour s'assurer qu'elle n'est pas devenue un vecteur. Les politiques de terre brûlée sont la procédure standard pour SCP-610. La politique de la Fondation peut sembler cruelle, mais vous serez d'accord en considérant que l'alternative est d'entendre un tentacule charnu se glisser contre votre fenêtre ce soir. Si jamais SCP-610 venait à rompre son confinement et atteindre une zone densément peuplée, il ne faudrait pas longtemps avant que les êtres humains cessent d'être la force dominante sur cette planète. Comme je l'ai dit plus tôt, le corps humain peut être une chose terrifiante, et des anomalies comme SCP-610 peuvent exploiter cette terreur primaire de soi,
ce fardeau bestial que nous partageons tous parce qu'il nous rappelle le fait le plus effrayant et universel concernant nos corps. Ils ne seront pas toujours à nous. Visitez le Patreon du Dr Bob et devenez un jeune chercheur maintenant. Allez maintenant regarder un autre article sur des dossiers du Dr Bob comme SCP-5056, les compagnons constants.